Donc, on se retrouve pour notre série de webinaires sur comment renforcer la sécurité de vos data appareils et accès utilisateurs. On n'a pas changé de présentateur. C'est toujours moi-même qui présente pour le moment cette série. Au niveau des webinaires, on avait déjà fait les 2 premiers épisodes qui étaient sur la partie sécurité des identités et protection des messageries collaboratives. Donc, on est rendu à l'épisode 3 sur la gestion et la sécurisation des périphériques. Il nous restera donc pour l'épisode 4 la partie classification et chiffrement des fichiers. Pour faire un petit topo sur l'agenda, on fera un petit rappel au niveau introduction. On ira voir la partie Microsoft Intune sur la partie gestion des périphériques. On fera un topo pour se positionner un peu plus clairement sur l'environnement de Microsoft Security. Et puis après, on ira faire le focus sur Microsoft Defender for Endpoint, la solution d'EDR et XDR de chez Microsoft. Un petit passage par les licences, histoire de voir le champ des possibles. Une petite conclusion, temps de questions-réponses à la fin. En introduction, donc pour rappel, on se situe vraiment dans une étape depuis quelques années là maintenant sur une multitude d'attaques qu'on va rencontrer qui sont de plus en plus sophistiquées, plus complexes, ce qui amène en fait à remettre en jeu finalement les protections un peu historiques qu'on pouvait avoir, un petit peu statiques entre guillemets. Je protégeais mon entreprise avec un firewall, avec un antivirus. Les PC sortaient pas trop de l'entreprise, voilà, ça se passait plutôt bien, avec finalement maintenant une forte mobilité, de plus en plus de menaces inconnues qui font leur loi. Donc voilà, ça nous amène à pas mal de changements finalement dans l'approche de gérer la sécurisation du système d'information. Donc le positionnement Microsoft Security, on avait déjà fait un petit topo la dernière fois, mais voilà, ça a été segmenté en 5 grandes branches. La partie identité, la partie sécurité, sur laquelle on va plus se pencher aujourd'hui, la partie compliance, la partie privacy qu'on va pouvoir avoir, et puis également la partie management. Donc on évoquera également le sujet aujourd'hui, parce qu'il y a un fort lien entre la partie management et security chez Microsoft. Quand on revoit un petit peu finalement la chaîne d'attaque au global, on a déjà vu dans l'épisode 1 tout ce qui est protection d'identité. On a vu également la partie protection de la partie mail collaboratif. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur la partie Defender for Endpoint pour vraiment protéger ce qui va se passer et agir sur ce qui va se passer sur le endpoint. Je ferai une petite aparté également sur Defender for Cloud, vous voyez juste à droite, juste pour faire le lien avec la partie serveur et ne pas se limiter qu'aux périphériques PC et périphériques mobiles. Microsoft Intune, déjà pour commencer. Pour rappel, ça c'est la solution de MDM de chez Microsoft, donc Mobile Device Management, qui va permettre de gérer que ce soit du PC, de l'iOS, de l'Android, pour avoir la main dessus, pouvoir être capable de voilà, faire différentes actions sur cet environnement. On va pouvoir gérer les mises à jour, hein. Voilà, donc ça c'est assez intéressant pour la partie poste de travail, gérer la mise à jour, les piloter, même quand les postes sont en mobilité, faire du déploiement d'applications. Gérer des stratégies de conformité, ça pourra se coupler à ce qu'on a vu dans l'épisode 1 sur les aspects d'accès conditionnel, dans quelles conditions je peux donner accès à mon SI, à un utilisateur et un poste. Donc si j'ai une thune, je peux ajouter des conditions liées au poste et puis traiter des stratégies de conformité qui peuvent faire que la conformité peut indiquer le poste doit être à jour, l'antivirus doit être à jour. Donc c'est des choses comme ça qu'on va pouvoir gérer. Profil de configuration Windows, globalement, on peut faire quasiment la même chose que des GPO. Vous pourriez faire en on-prem avec votre Active Directory. On va pouvoir le gérer dans Intune. On pourra intégrer le poste dans Azure AD et donc plus obligatoirement dans l'Active Directory. Donc voilà, ça amène des changements et des capacités également de finalement de gestion de mon parc, hein, en étant de plus en plus orienté cloud en tout cas. Et voilà, si on n'a pas de gros besoins en on-prem au niveau serveur, ça peut assez facilement abandonner l'Active Directory et passer à l'Azure AD et retrouver voilà, des capacités de gestion assez proches. Voilà. Si on a un plus gros parc, le chemin peut être un petit peu plus complexe. Mais en tout cas, voilà, le pas est en marche et fortement en marche chez Microsoft sur ces aspects-là.
On va retrouver également les capacités de gérer l'antivirus, une Microsoft Defender, qui est présent par défaut sur Windows 10 et Windows 11. Et donc, on pourra dans ce cas-là manager en centrale avec la console Microsoft Intune. Autre fonctionnalité qu'on peut avoir sur le déploiement des postes, ça s'appelle Autopilot. J'ai sûrement déjà dû en entendre parler. C'est un peu le principe finalement de je sors le PC du carton, je choisis la langue, je le connecte à Internet, et là je lui rentre juste mon compte Microsoft 365. Suite à ça, le déploiement du poste est automatisé et le PC va être prêt assez rapidement. Donc finalement, ça casse un peu le modèle de déploiement classique qu'on pouvait connaître par le passé. Voilà. L'idéal, c'est bien de le gérer depuis la partie commande auprès des constructeurs. Je peux leur donner mon numéro de tenante Microsoft 365. Automatiquement, les postes seront attachés à cet environnement. Donc, dès qu'ils seront connectés à Internet, vous serez obligé de leur saisir un compte 365, celui de votre entreprise, pour que le PC puisse poursuivre sa configuration. Voilà. C'est un protocole un peu similaire qui avait été déjà utilisé chez Apple pour les programmes DEP. Vous pouvez bien sûr aussi réutiliser les anciens périphériques qui n'auraient pas été associés à votre environnement dès l'acquisition. Donc, on peut récolter leurs ID uniques et les intégrer dans Autopilot pour pouvoir les redéployer derrière si nécessaire. Voilà, c'est vraiment un changement d'approche dans le déploiement. Ça peut parfaitement répondre à des besoins de postes assez standardisés maintenant que l'on voit de plus en plus chez les clients. La solution est un peu plus mature aussi qu'il y a quelques années, parce que maintenant ça va faire 4-5 ans qu'elle est sortie. Donc là, on est sur quelque chose qui est fiable en termes de solution. Au niveau des gestions des périphériques, on parlait, donc Windows, il le gère, ça c'est assez naturel. Tout ce qui est iOS, c'est géré depuis très longtemps maintenant, donc c'est mis à jour tous les mois en tout cas. Intune se met à jour par rapport aux nouveautés qui vont sortir côté iOS. macOS, il y a une partie qui est gérable aussi. Après, finalement, si on veut aller plus loin, il faudra se coupler avec l'outil Jamf, hein, donc un standard du marché pour la gestion de macOS. Il n'y a pas de grande surprise là. Les autres concurrents, en tout cas, font la même chose. Et la partie Android également qui est gérable. Donc là, voilà, plus ou moins de fonctionnalités selon la version d'Android. Mais vous pouvez voir la partie euh, segmentation, en tout cas, entre l'environnement perso et professionnel. Vous pouvez avoir sur la partie Android, donc assez pratique. Vous avez la couche Samsung Knox qui est dispo. Et après, vous pouvez avoir également des modes de fonctionnement mode cas sur des périphériques. Voilà, qui peut être pratique, par exemple, pour des besoins en usine sur des mini-tablettes, par exemple. C'est des sujets qu'on a pu rencontrer dans certains cas qui permet comme ça d'avoir un périphérique qui est limité à une ou deux applications et qui ne peut pas du tout être modifié par l'utilisateur. Pour faire le lien après, s'il y en a qui connaissent le Configuration Manager, Microsoft a fait vraiment un changement au niveau de l'harmonisation de ses solutions de gestion de parc, hein, où vous aviez l'historique Configuration Manager qui existait depuis les années 2, même avant les années 2000. Ouais, celui de 95, je me souviens. Donc, solution on-prem installée, un petit peu plus lourde dans son fonctionnement, qui va plutôt correspondre à des tailles de parc assez importantes. Voilà, peut y avoir des interactions avec Intune qui existent. Intune va tout répondre maintenant aux nouveaux besoins. Tout ça peut se centraliser dans une même console. On va pouvoir voir en termes d'architecture, voilà, si vous avez du Configuration Manager et vous voulez ajouter de l'Intune, c'est possible. D'ailleurs, ça peut être nécessaire pour des fonctionnalités comme la gestion de la conformité. Voilà, si vous n'avez pas Configuration Manager, on va faire attention avant de se lancer. Le premier pas serait plutôt intéressant vers Intune, à moins que voilà, vous ayez une taille de parc très importante qui pourrait justifier de se dire, ou des cas d'usage particuliers qui nécessiteraient de se dire on va vers Configuration Manager. Mais Intune couvre énormément de besoins. Microsoft Security, alors c'était pour se refaire un petit focus un petit peu sur ce qu'on va retrouver autour des principales solutions de sécurité. On parle souvent de Microsoft Defender. Alors, Microsoft a fait une sous-famille dans la partie sécurité qu'on va appeler
Microsoft 365 Defender qui finalement va regrouper l'ensemble des éléments de sécurité, que ce soit de la messagerie, du endpoint. On va avoir la partie Defender for Cloud qui va plutôt être orientée infrastructure. Alors multi-cloud, hein, ça peut être de l'Azure, sur de l'AWS, ça peut être également sur vos serveurs on-prem. Et on aura la partie Microsoft Sentinel qui est plutôt la partie la centralisation et collecte des informations et tableau de bord qu'on va pouvoir avoir, hein. Donc nous, on va faire un focus un peu plus justement sur dans la famille Microsoft 365 Defender sur la partie Defender for Endpoint qu'on voit ici. L'idée vraiment, c'est d'avoir capacités de l'ensemble de ces capacités de gestion en fait disponibles dans cette brique-là. Defender for Cloud, j'en ferai un petit topo. Protection de serveur, protection de service également. Voilà, c'est pas que pour protéger que de la machine virtuelle. L'idée, c'est d'aller aussi plus loin sur l'offre proposée. Ça peut être assez intéressant. Et Sentinel, voilà, vraiment dans l'intérêt de centraliser les informations, donc tout ce qui est remonté de log au final, les mettre à un seul endroit. Ça va permettre de faire une meilleure analyse des potentielles attaques qui pourrait y avoir dans l'entreprise. Et puis, aura également en capacité de faire des tâches automatisées. Donc Microsoft Defender for Endpoint, ça reste vraiment voilà, une solution de protection. Finalement, c'est quoi par rapport à Microsoft Defender Antivirus? Donc ça va être une solution qui va amener beaucoup plus de fonctionnalités de protection. Vous avez entre guillemets sur Windows par défaut un antivirus de base. Vous avez peut-être encore dans vos entreprises des souscriptions avec des solutions antivirales plutôt standards. Là, l'idée, c'est d'aller plus loin euh, sur les sur les solutions de protection voilà, du périphérique. Alors, c'est pas limité qu'à Windows. On va le retrouver également, je peux tout à l'heure, sur Windows Server. Vous pouvez également l'avoir sur Mac, Linux, Android et iOS. Alors, ce sera forcément aussi poussé dans toutes les solutions. Là, on peut le voir là sur un Android qui nous permet d'avoir une protection web et protection au niveau des applications. Là où sur iOS, j'aurais que de la protection web, j'aurais pas forcément la partie protection au niveau des applications. Puis après, on sera un peu dépendant de chaque système d'exploitation. Euh, pour le moment, en tout cas, l'intégration la plus riche étant sur l'environnement Windows et Windows Server. Si on prend justement le champ des possibilités de la solution, on va retrouver la partie gestion des vulnérabilités, réduction de surface d'attaque, protection, on va appeler nouvelle génération. La partie EDR avec ce qu'on appelle le Endpoint Detection and Response. La partie investigation et automatisation, et après l'accès aux experts Microsoft. On va voir un petit peu justement en détail à quoi ça correspond. Donc sur la gestion des vulnérabilités, l'intérêt, ça va être quoi finalement? C'est de vous donner une visibilité sur votre environnement, donc l'inventaire de vos postes, et de voir justement est-ce qu'il y aurait des vulnérabilités sur votre environnement, sur vos parcs. Est-ce que par exemple, on va avoir une application Firefox ou Google Chrome qui est installée avec une version peut-être un peu antérieure, sur lequel justement il y a des failles de sécurité connues, des vulnérabilités qui sont connues. Et donc, bah, vous indiquez, bah, attention, là, finalement, tu as des vulnérabilités connues sur ton parc, ce serait bien de les corriger. On peut avoir également le lien avec les CVE qui sont publiés tous les jours. Pareil, voilà, quel est le niveau d'impact au niveau des CVE publiés sur le parc par rapport à l'inventaire qu'on a de notre parc? Bah, quel est l'impact si jamais je devais agir et surtout m'indiquer qu'il faut que j'agisse. Donc derrière, ça vous donne vraiment les clés. Voilà, un vrai indicateur de vulnérabilité de votre parc pour après agir. Voilà, après pouvoir déployer des correctifs fautes, vous pouvez vous appuyer sur une thune ou autre. Mais l'intérêt, voilà, c'est déjà de vous donner un premier état pour lancer les plans d'action derrière. Donc ça, c'est assez visuel et très pratique. Très pratique. Alors, on pourrait avoir également avec certaines options capacité à bloquer également des vulnérabilités. C'est sorti là début d'année avec quelques nouveautés qui arrivent sur la solution. La partie réduction de la surface d'attaque, là, ça va plutôt être dans une approche de durcissement du poste. Donc, ça va faire appel à pas mal de solutions déjà existantes sur Windows.
Alors souvent, l'inconvénient que ça peut avoir, c'est que dès qu'on va commencer à durcir le poste, voilà, sur certains environnements métiers, ça peut être plus ou moins complexe. Ce qui est conseillé dans tous les cas, c'est plutôt de démarrer en mode audit. Donc l'outil est plutôt bien fait pour ça. Au départ, je peux mettre des règles, je peux me mettre en mode audit, et puis au moins comme ça, je peux mesurer l'impact avant d'aller appliquer tout de suite un durcissement. Pour moi, ça me permet d'être plutôt en phase d'anticipation. Et puis après, mettre en place cet aspect durcissement sur les postes pour vraiment comme ça limiter la surface d'attaque qu'on aura en en cas d'attaque ou en cas d'anomalie. Après, clairement, en fait, c'est des règles qu'on va être en capacité de créer, bloquer l'accès à certains éléments du registre, parce qu'il n'y a pas nécessité d'y accéder. Ça peut être des choses qui peuvent être utilisées. C'est un peu plus complexe, on a des applications métiers qui datent un peu, et donc, les applications web, on aura moins de problématiques sur ces aspects-là. Protection nouvelle génération. Donc là, l'idée, c'est d'être un peu plus performant que l'antivirus sur la partie déjà protection en temps réel, que est un peu meilleur sur la partie comportementale, on va dire. Être capable également de bloquer des logiciels, ça sur des fichiers, bon, sans fichier. Être capable également de travailler sur la partie URL autorisée, adresse IP autorisée, sur la protection de la navigation web également, sur lequel on peut aller, et qui vont être disponibles avec cette solution-là. Ouais, l'idée d'amener une protection un peu plus déjà performante que l'antivirus par défaut au niveau protection. La partie EDR, donc ça je dirais la brique assez classique qu'on va retrouver maintenant chez beaucoup de solutions du marché. Voilà, être en capacité, en fait, l'EDR c'est quoi? C'est vraiment détecter un comportement anormal, être en capacité d'y répondre. Donc détecter un comportement anormal, autant vous dire qu'un antivirus standard qui fonctionne que par la base de signature virus, même s'il est régulièrement mis à jour, il ne va pas être en capacité de répondre à une attaque inconnue. Donc il y a de grandes chances que lui ne fasse rien si vous commencez à subir une attaque type CryptoLocker. Ça c'est régulièrement vu. Voilà, les clients qui avaient un simple antivirus, l'intérêt reste limité. Donc le DR va être là pour ça, détecter un comportement anormal. Donc le but, c'est de se baser comment? C'est déjà faire de l'apprentissage. Pour détecter un comportement anormal, il faut déjà que je sois capable de comprendre le fonctionnement normal des postes. Être en capacité de détecter quelque chose qui est en train de se passer qui ne serait pas normal, et puis surtout d'alerter. Euh, exemple, on peut identifier que tentative de connexion sur le poste depuis un compte. Voilà, tentative de connexion sur X poste avec un même compte. Voilà, ça peut sembler étrange d'avoir ce genre de comportement-là. Ces informations, elles sont centralisées dans une même console. Donc après, ça permet aussi de les croiser. Il va faire quoi? On va faire aussi de l'analyse, de l'enquête et de la chasse. C'est-à-dire que on va être en capacité sur le temps réel d'analyser ce qui est en train de se passer et de pouvoir agir derrière, mais aussi de revenir sur les 6 derniers mois. Ça me permet comme ça de pouvoir corréler peut-être des alertes que j'ai pu avoir il y a 2, 3 mois avec des nouvelles que j'aurai. Si on reprend au tout début ce que j'ai pu évoquer sur les précédents webinaires, quand on a une attaque ne se produit pas forcément sur un temps court, ça peut se produire sur un temps assez long, sur plusieurs mois. Donc les comportements anormaux, vous pouvez en avoir ça de façon assez variable. Et l'intérêt, c'est quand même avoir capacité à les conserver en historique pour comparer et puis analyser sur ce qui serait remonté. Après, en termes d'action, c'est quoi? Ce qui est bien, c'est de détecter qu'il y a un comportement normal. Ce qui va être mieux, c'est d'agir. Autant vous dire que vous avez une solution d'EDR qui est capable de vous détecter que vous subissez une attaque, c'est bien. Si vous n'êtes pas là pour dire, je regarde la console, je vois qu'il manque quelque chose qui bloque, j'agis pour bloquer. Et souvent, quand ça va se passer, ça serait le week-end ou le soir. Mais si c'est pas automatisé, en fait, les actions, c'est-à-dire que tu détectes quelque chose d'anormal, je t'autorise à bloquer la machine et à l'isoler. Si personne ne bloque, l'attaque, elle va se poursuivre. Donc, c'est important d'aller également jusqu'à cette action-là, vraiment de blocage. Autant vous dire, sinon, ça sert pas à grand-chose, hormis avoir des jolis rapports. Si derrière, on n'agit pas automatiquement, euh, ça peut être très compliqué. Et ça s'est passé dans des entreprises, je me souviens, c'est dans un groupement hospitalier, qui avait subi cette typologie d'attaque. Il n'y avait pas de blocage qui était opéré, donc détection, action, il n'y avait rien, donc l'attaque s'est produite.
La partie investigation et remédiation. Là, ça, c'est vraiment la capacité, en fait, d'enquêter, en fait, d'analyser sur ce qui s'est passé. On peut voir à droite un peu les petits schémas de liens, en fait, entre, ça peut être plusieurs machines, plusieurs actions qui seraient opérées sur la machine. Bah, les remédiations, ça serait que, voilà, il y a une tentative d'attaque, on les, remédiations, bah, j'ai supprimé le fichier qui tentait de s'exécuter sur le poste. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est des remédiations, voilà, qu'on peut, orchestré, voilà, et automatisé sur cet aspect-là. Donc c'est vraiment en complément de cette brique EDR et d'agir sur la partie remédiation qui va être importante pour s'assurer que mon parc reste sain. Vous, ça vous permet dans tous les cas d'avoir vu sur une attaque qui a pu être détectée. Donc là, on voit dans l'exemple, on a un fichier suspicieux qui a été détecté. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'il a bien été supprimé? Voilà. Et au moins, ça me permet de voir, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai toujours référence également du dit fichier. Donc, ça peut me permettre, moi aussi, de faire des analyses à proprement parler sur la signature de ce fichier suspicieux qu'il y aurait eu, pour être sûr qu'il n'aurait pas été ailleurs sur le parc, hein, et de généraliser une action de blocage. Là, je suis sûr d'avoir déjà eu une remédiation. Ça peut être important de reprendre la signature et ben, de faire justement une action de blocage. Le fichier peut se changer de nom, mais il y a des chances qu'il puisse se représenter avec la même signature. L'accès aux experts Microsoft, là, globalement, c'est quoi? C'est directement les équipes Microsoft, en fait, qui partagent, en fait, les informations sur tout ce qui est surveillance et analyse des menaces. C'est là que vous y avez automatiquement accès à ce service-là. Euh, Après, ça va se contextualiser vraiment par rapport à votre environnement. Ça permet d'agir automatiquement. Ça donne également accès à ce support spécifique chez Microsoft. Voilà, si vous avez subi une attaque et bah, vous auriez besoin d'aide, donc on peut contacter le support Microsoft spécifique pour ce biais-là. Savoir qu'il est en anglais par contre. Vous n'aurez pas forcément la couverture liée à votre assurance pour ce service-là. Voilà, en tout cas, on peut y avoir accès et dans ce cas, avoir de l'aide sur de l'analyse liée à une attaque et comprendre pourquoi et comment elle s'est déroulée. Une console unifiée, vous avez tout dans une seule et même console. Pas mal de travaux chez Microsoft dernièrement, là, depuis maintenant 2-3 ans, sur l'unification des consoles. Donc vous avez tout centré dans un seul et même portail Microsoft Security. Et le point important également, c'est que vous avez une intégration qui va être transparente avec Intune. Globalement, vous gérez déjà votre parc avec Intune. On va cocher une petite case. Derrière, automatiquement, ça active la gestion de Microsoft Defender for Endpoint. Il est déjà présent en fait sur Windows. Vu qu'Intune a déjà la main pour manager votre poste, bah, automatiquement, si on dit à Intune, c'est bon, tu peux l'activer, il l'active automatiquement sur les postes. L'effort est moindre en tout cas pour l'activer. Ça reste qu'une console qui est full cloud dans tous les cas. Il faut avoir des intégrations aussi avec pas mal d'API, avec des éditeurs tiers également. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rester que dans le monde de Microsoft. Vous pouvez avoir de l'intégration avec d'autres outils. Niveau licence, alors déjà côté Intune, vous pouvez l'avoir seul, hein, le management du parc, hein. C'est un coût moyen de 6,70 par utilisateur par mois. Ça, c'est du tarif en engagement annuel. On peut retrouver Intune également dans les packages Microsoft 365 Business Premium. L'intérêt là, c'est que vous avez Intune et Azure AD Premium. Il y a des petits liens à un moment donné entre les deux sur quelques fonctionnalités qui peuvent être nécessaires. Et on peut les retrouver également dans Microsoft 365 Enterprise E3, E5 ou également dans les bundles Enterprise Mobility and Security. Donc voilà un petit peu au choix de où je peux retrouver Intune. Globalement, si à un moment donné vous voulez Intune et Azure AD Premium, ne les prenez pas de façon indépendante. Allez plutôt sur du package Enterprise Mobility and Security E3, soit dans les 8,90 que vous prenez Intune seule et Azure AD Premium P1 seul. Vous serez à plus de 10 euros si vous les prenez tous les deux indépendamment. Ce sera l'intérêt plutôt d'aller sur un bundle. Vous
pouvez l'avoir également tout seul. Voilà. Puis après, si vous avez pas plus de 300 utilisateurs, la licence Business Premium, c'est plutôt bien adapté à votre besoin. Si on prend la partie plutôt licence côté Defender, on a deux plans de licence côté Defender for Endpoint. Il y a un plan 1 et un plan 2. Je voulais juste vous les redétailler tout à l'heure là, par rapport à ce qu'on a pu voir. Le plan 1 qui va tourner autour des 2,50 et le plan 2 qui est à 4,40 par utilisateur par mois. Donc vous les retrouvez d'embarquer Defender plan 1, vous l'avez dans la partie M365 Enterprise E3 et le plan 2 est dans M365 Enterprise E5. Ils ont quand même fait des versions pour la partie Microsoft 365 Business Premium, donc pour les entreprises qui sont à max 300 utilisateurs. Vous allez retrouver justement Microsoft Defender for Business. Il va être intégré automatiquement dans M365 Business Premium. Vous pouvez quand même l'acheter en standalone. Donc vous avez la version Microsoft Defender for Business qui a 2,50 par utilisateur par mois. Vous avez également une version pour les serveurs. Donc elle va se positionner uniquement en add-on. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que vous ayez déjà du Business Premium ou du Defender for Business pour pouvoir prendre des licences. Pour couvrir les serveurs, là, vous êtes aux alentours des 7,50 par mois. Vous êtes limité par contre à 60 machines. Et pour la partie serveur au sens classique, on est dans la partie Defender for Cloud. On va retrouver à chaque fois des déclinaisons P1, P2. En termes de couverture, avec la tarification au mois par serveur. Pour ce qu'on voyait tout à l'heure, Defender pour P1, pour voir un petit peu ce que vous avez en disponibilité dedans. Réduction de la surface d'attaque, nouvelle protection avancée, puis voilà, console de management. Donc ça, c'est assez intéressant. P2, vous avez tout inclus dedans. Et pour la partie business, vous avez quasiment tout intégré. Vous n'avez pas accès aux experts Microsoft. Il peut y avoir quelques fonctionnalités également qui vont être un peu moins poussées sur certaines briques. Vous avez une couverture qui est assez large, qui fait que le produit est assez intéressant dans son intégration, en tout cas dans M365 Business Premium. Ils ont vraiment fait pour le coup là un bundle de licences qui vous donne une bonne couverture sur l'aspect collaboratif et sécurité, ce qui va reprendre l'ensemble, protection d'identité, protection de mon environnement collaboratif et protection de mon endpoint. Donc là, en termes d'optimisation en tout cas de mes coûts, voilà, je peux vraiment tirer des avantages quand je suis sur cette typologie de licence. Vous avez en plus une thune dedans d'intégrer. Ça, je vous le laisserai dans la slide, c'est pour voir un petit peu tout ce que vous avez d'inclus. Donc, on voit justement les petites différences entre Defender for Business et la P2. Ça reste assez proche. Voilà, à quelques briques près, il y en a deux qui sont vraiment deux briques différentes qu'on va pas retrouver. Donc voilà, plutôt intéressant d'aller sur cette brique-là. Pour conclure, on a vu un petit peu finalement la partie Microsoft Defender for Endpoint qui se retrouve dans cette famille ici, là, Microsoft 365 Defender, pour protéger nos périphériques. On a vu qu'on pouvait avoir également la même chose avec, pour mes serveurs côté Defender for Cloud. Donc, comme ça, qui donne une bonne vision sur la partie protection. Finalement, si je veux voir un petit peu quels sont les aspects importants, on va toujours rester sur cette notion quand même du Secure Score. Quel est mon niveau de sécurité actuel? Pour déjà, dans tous les cas, avoir un point de départ. Ce qui serait important sur votre gestion de parc, c'est d'en avoir une. D'en avoir une quand le PC est en interne ou en mobilité. Qu'importe où il soit, il faudra toujours être en capacité de le gérer. Pour gérer ses mises à jour Windows, voilà, gérer l'antivirus qui va être dessus, l'EDR également. Ce qui serait important, c'est de déployer une solution de EDR, XDR, donc qui va être en capacité en fait de mieux protéger les périphériques contre les comportements anormaux et ces nouvelles menaces. Voilà. Déjà de ça, c'est-à-dire qu'on aura traité par rapport aux deux éléments vus avant, protection de l'identité, protection de la solution collaborative et protection de mon endpoint, on aura capacité finalement à amener une protection assez forte sur les premiers points en fait d'attache d'une cyberattaque.
Au niveau licence, donc si vous êtes moins de 300 utilisateurs, l'intérêt c'est d'aller sur M365 Business Premium, hein. Là, vous avez une certaine richesse de la solution qui est assez intéressante, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein. Donc là, on répond bien à finalement tous les éléments qu'on a pu voir là depuis 3 épisodes. Si par contre vous avez plus de 300 utilisateurs, bah là on va commencer à aller sur soit des bundles, M365, E3 ou E5, sinon d'avoir directement Defender for Endpoint P2 en autonome, qui est possible et que vous pouvez coupler comme ça, qu'importe les typologies de licences que vous voulez prendre. Donc c'est ce qui peut donner un petit peu plus de souplesse en allant sur Defender for Endpoint P2. L'idée étant de construire de façon optimale le plan de licence pour optimiser les coûts. Voilà sur le webinaire. Bah, merci à vous tous.